Aujourd'hui, on va parler de Gemini Enterprise. C'est la technologie qu'on met en place chez les clients. Les challenges, quelques solutions qu'on a essayé de mettre en place. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et après, un petit mot sur les nouvelles features qui sont annoncées par Google pendant les derniers événements. Il y aura un petit temps pour des questions à la fin aussi, mais si vous n'avez pas le temps ou l'occasion, n'hésitez pas à nous rechercher pendant l'apéro. On est là pour répondre à des questions et vous rencontrer. Donc. On commence avec un concept qu'on parle beaucoup chez le client. C'est le Augmented Employee, l'employé augmenté. Ça veut dire un employé qui utilise la donnée et l'IA agentique pour faciliter et automatiser les tâches afin de se concentrer sur le jugement, la créativité et les relations. Ça fait 4 ans, l'Enstra est chez le client. Donc, le premier grand projet qu'on a implémenté, c'est le Data Mesh. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une structure des données basée sur 4 axes. Des microservices pour la donnée comme un produit, les data products, on a mis en place beaucoup. C'est-à-dire de traiter les données comme un produit avec les schémas, documentation, SLA, etc. Une propriété décentralisée, ça veut dire que tous les domaines possèdent leurs données parce que c'est eux les experts sur les données. Et aussi une plateforme en libre service, donc n'importe qui dans l'organisation peut demander l'accès aux données. Ça, c'est la fondation aujourd'hui. Mais on a remarqué avec les retours des clients qu'il y a quelques écarts à adresser, notamment les difficultés avec la découverte des données. Quel data product dois-je utiliser? C'est où? Comment je l'accède, etc. Et les requêtes. Les difficultés de passer de réflexion à l'action. Donc, une fois que vous avez les données, comment est-ce que je peux utiliser en réel? Et aussi, il y a un grand manque de données non structurées. Il y a beaucoup chez les clients, mais ils n'étaient pas représentés dans les data products. Donc, la solution qu'on a mis en place, voilà les résultats visés par les solutions Agentic IA, Agentic AI. On va parler de ça un petit peu plus tard, mais en bref, c'est les informations en temps réel, expérience unifiée avec les automatisations et une expérience d'ensemble de toutes les données, y compris les non structurées. Et tout ça pour augmenter les employés avec les agents qui perçoivent, décident et agissent. Voilà. Petite présentation de Gemini Enterprise. Il y a 2 modes de Gemini Enterprise. Il y a le mode assistant. Là, on peut demander à l'LLM des questions, poser des questions à l'LLM. Et l'LLM, c'est connecté à toutes les sources de données à l'entreprise, comme SharePoint, Confluence, Jira, n'importe quel. Et les réponses de LLM sont basées sur les données, bien sûr, de l'entreprise, dans une façon sécurisée. La deuxième façon, c'est de créer les agents et après interagir avec les agents. Et bien sûr, on crée les agents pour les tâches répétitives, quand ça vaut le coup. Et les agents aussi sont connectés aux sources de données de l'entreprise. Notre projet chez les clients, on a mis en place deux côtés. En fait, le premier côté, c'est le Gemini Enterprise App. C'est le web front-end. C'est exactement comme ChatGPT, je pense que vous le savez déjà. C'est là où les métiers demandent les questions, sélectionnent les sources de données. Mais il y a aussi une plateforme high code, the agentic platform, on dit. C'est là pour les développeurs de créer tous les agents high code avec ADK, the Agent Development Kit. Côté Gemini Enterprise App, aujourd'hui, c'est disponible sur le web, appli mobile, c'est toujours en preview, mais on est en train de le tester. Et je comprends bientôt desktop aussi, c'est pas toujours lancé. Et les utilisateurs peuvent bien sûr utiliser les prompts classiques pour demander les questions, mais aussi créer et utiliser les skills pour les prompts répétitifs et plus avancés et partager avec les utilisateurs dans l'équipe. Il y a aussi des projets aussi pour travailler en mode collaboration. Ils peuvent créer les agents no-code avec l'Agent Designer, on va voir ça. Et aussi les agents high-code qui sont publiés dans Gemini Enterprise App. Donc Gemini Enterprise, c'est vraiment le front-end pour le métier d'accéder à tous les agents créés sur les plateformes. Voilà l'interface de Gemini Enterprise App. À gauche, vous voyez quelques agents faits par Google. En bas, c'est l'historique des chats, comme dans tous les LLM.
Au milieu, vous avez l'interface chat. On peut sélectionner les modèles. Et ici, c'est tous les connecteurs comme Confluence, SharePoint, tous les sites SharePoint, OneDrive, Outlook. Il y en a de plus en plus toutes les semaines. Pour les agents, si on sélectionne agents à gauche, on a des agents faits par Google en haut, Deep Research, NotebookLM, Idea Generation, et en bas, tous les agents créés par toi-même ou l'organisation. Et en haut à droite, il y a la partie pour créer vos propres agents. Et là, tu as deux options. Tu as l'interface conversationnelle. Là, vous pouvez spécifier en langage naturel ce que vous voulez, le but, et ça va générer un agent pour toi. Ou le Workflow Agent, autrement dit, le Agent Designer, qui est le workflow beaucoup plus avancé, sophistiqué. Et on va regarder ça bientôt. Maintenant, on va passer à la présentation de l'implémentation de la plateforme techniquement. Donc, notre client, il possède plusieurs brands et dans chaque brand, on a plusieurs domaines métiers. C'est comme mon collègue Karl a présenté, c'est le concept de data mesh, c'est la connaissance décentralisée. Donc ici, je vais vous définir un pod, c'est notre entité de déploiement. Un pod, c'est égal à une brand, X, un domaine. Dans cet exemple, on a 4 brands, 4 domaines. Donc ça fait en tout 16 pods, 16 entités à déployer. Côté architecture, donc on a fait le choix de passer à une architecture multi-project. Donc pour vous faire simple, pour vous, un pod, c'est un GCP project. Comme composant technique pour chaque pod, donc on a le projet GCP, on a les groupes AD qui va contenir les members de ce pod-là, on a des licences à binder à ces groupes, l'application Gemini Entreprise, on a aussi des data stores comme Confluence, SharePoint, Outlook, etc. Ces data stores, il existe 2 types, c'est le mode fédéré ou le mode ingestion. Le mode fédéré, c'est lorsque on fait du direct query sur notre donnée en temps réel. Et le data store, il hérite les permissions du user qui demande à l'LLM. En mode de gestion, c'est le mode batch. On ingère les données dans une fréquence régulière. Ensuite, finalement, une couche agentique et on va finir avec une couche analytique qui va nous permettre d'avoir une visibilité sur l'usage et la rentabilité de projet de déploiement. Donc, on va vous présenter quelques services. Alors, on ne peut pas tout présenter, donc on va présenter certains services. Par exemple, ici, c'est le flux de création de pods. Comment est-ce qu'on arrive à créer ces pods-là? La première étape, c'est la création des groupes AD. Ce n'est pas nous comme équipe qui gère ces groupes-là, donc on fait une demande sur Service Now. Ensuite, on va aller remplir un fichier qui s'appelle podconfig. Pour nous, c'est comme la carte d'identité de ce pod-là. Donc, il y a un exemple juste ici, où il y a le pod name, les groupes AD, le GCP project du pod, les quotas des licences, et ensuite des data stores. Par exemple, on voit ici Outlook, OneDrive et NotebookLM. Donc, la troisième étape, une fois qu'on a rempli notre fichier, on va pusher ça sur notre branche, Open PR. Après la revue, donc on aura un déclenchement de la pipeline CI. Ensuite, on va aller planer et apply de ces ressources pour finalement les créer côté GCP. En termes de licences, en Gemini Entreprise, on a 3 types de licences. La frontline, la plus basique. Ensuite, les licences standards et les licences E+. Et pour chaque groupe, pour chaque type de licence, on a un groupe AD qui lui correspond. Du coup, pour les licences, comment est-ce qu'on arrive à binder ces licences à l'utilisateur final? Ça passe sur 2 phases. La première phase, c'est de réserver les quotas de ces licences pour le pod project. Et ensuite, une fois qu'on a les licences bien atterries dans notre project, on va aller les distribuer aux utilisateurs finaux. Donc, ce slide, c'est pour la première étape. Donc, on va aller remplir les quotas pour chaque type de licence. Ensuite, on va push sur GitHub, PR, review, et c'est le CI qui va appeler un service Python qui, à son tour, va aller faire des calls API vers les API Discovery Engine de Gemini Entreprise. Et finalement, on va avoir nos quotas réservés pour ce pod. Une fois qu'on a ces quotas dans le projet en question,
Donc, on va les distribuer aux users finaux. Nos users, on est bien d'accord qu'ils sont sur côté intra. Donc, on a mis en place un service Python qui va aller checker les members de ce pod project. Et en se basant sur ces données-là, il va soit donner une licence à un user, soit rétracte cette licence du user en question. Ensuite, un appel API et la licence va être bindée au user. Pour les data stores, actuellement, on a 5 data stores qui sont déployés dans notre plateforme. Le SharePoint en mode ingestion et 4 connecteurs en mode fédération. C'est OneDrive, Confluence, Outlook et NotebookLM. Actuellement, on est à l'étude du rajout du connecteur BigQuery, ce qui va booster encore plus l'usage de notre plateforme, vu qu'on va intégrer ce projet et il évolue dans le contexte de data mesh. Donc, les utilisateurs utilisent beaucoup BigQuery chez les clients. Et maintenant, pour les data stores, comment est-ce qu'on arrive à créer les data stores demandés par les users sur leur pod? On revient toujours à notre pod config. On le remplit avec la liste des data stores qu'on veut ajouter. On a un service Python qui va aller faire des calls API à Discovery Engine pour soit créer ou update ou delete du data store. OK, maintenant la couche analytique. Une fois que la plateforme a été déployée live, on a remarqué que sans avoir une idée sur l'usage de la plateforme ou le taux d'adaptation de cette plateforme par l'user, on va continuer d'avancer à l'aveugle. C'est pour ça qu'on a investi de l'effort pour pouvoir récolter toutes les données qui concernent notre projet de déploiement pour finalement avoir cette vision globale sur notre projet. Donc voici un exemple, certains screens de notre dashboard de suivi du projet. Donc ici, on a des informations en relation avec le pod, comme GCP Project. Ici, le month-to-date cost de ce pod project, les data stores, les quotas de licence de ce pod-là et les groupes AD. Maintenant, pour les métriques, les valeurs sont cachées, mais on a une visibilité sur le taux d'adaptation de la plateforme par pod, le nombre de active users, le nombre d'agents créés, utilisés, le nombre de chat sessions, etc. Maintenant, les coûts aussi sont des coûts month-to-date d'AMI pod. Donc, on a les coûts par month-to-date, les coûts de la semaine en cours et du last month. Ici, on remarque, c'est un coût par mois glissant. On remarque une forte diminution du coût. C'était suite à un fixe qui était fait par Google pour la partie Keys, pour le produit CMake de Google. On se demande, derrière ce dashboard, qu'est-ce qu'on a comme infra? Donc, très simplement, on a 2 data products principaux. Le premier, c'est le pod registry qui va regrouper tous les pods config qu'on a. Ensuite, juste derrière, un Agentic Analytics Data Product. Ce DP va agréger les données des pods, les données de coût GCP, les données sur les AD Groups et Group Members et les analytics de Gemini Enterprise pour finalement atterrir côté Power BI dans le modèle de données. Les challenges et solutions. Donc, on est passé par plusieurs challenges dans cette aventure de mise en place de la plateforme. On va vous citer 3. Le premier challenge, c'est le multi-project versus le single project. Au moment du rollout du projet, on avait le choix de soit partir sur une architecture multi-project ou bien single project, qui paraît la solution la plus simple. Sauf que on sait bien que chez nos clients, il y avait des bandes, des BU. Donc, on doit quand même garder une certaine isolation de ce qu'on délivre à ces BU-là. D'autre part, Google, à ce moment-là, n'avait pas encore mis en place une procédure de gestion de permission dans le même project, parce que, comme on peut prendre un exemple, par exemple, un pod admin d'un pod X pouvait avoir des privilèges sur l'autre pod
et on peut avoir des accidents comme des suppressions des data stores ou des applications. Nous, on ne veut pas que ces erreurs-là peuvent arriver sur notre plateforme. Donc, on a fait un choix qui était un peu difficile, surtout techniquement, mais de partir sur un multiple project. Ça a demandé plus de travail de notre côté, mais on a réussi finalement à faire le rollout de cette plateforme avec cette architecture. Maintenant, le futur, on voit que Google a finalement mis en publishment la feature de gestion de permissions dans le même project. Donc, on est en train d'étudier la possibilité peut-être de suivre cette recommandation et aller au single project. Le deuxième challenge, c'est en termes de provisionnement des ressources. Comme vous avez vu, on a travaillé sur deux façons, soit de provisionner par Terraform ou bien par Python plus workflow CI de GitHub. En fait, ce n'était pas vraiment un choix, mais le problème qu'on avait, c'est que sur Terraform, on n'avait pas la capacité de provisionner toutes les ressources. Parce qu'il y avait des ressources qui étaient soit absentes, donc le Terraform n'expose même pas cette ressource-là, ou bien elle l'expose, mais les attributs ne sont pas complets, ce qui rend notre déploiement impossible. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs services qui ont été mis en place en passant par Python. Donc, c'était plus difficile. La plateforme est toujours déployée autant, mais on doit garder toujours en tête que c'est une dette technique. Et le jour que ces ressources-là seront disponibles côté Terraform, on va faire la migration vers Terraform. Le troisième et dernier challenge, c'est le choix du fournisseur d'identité. Donc, chez notre client, comme IDP, il y avait Okta, qui est le IDP principal, et Entra comme IDP secondaire. On n'avait pas un très libre choix, mais une contrainte. En fait, il était très important pour nous de faire d'abord le déploiement. Il était très important que le premier data store qui soit déployé, c'est SharePoint en mode ingestion. Après nos tests et nos études, SharePoint, l'intégration entre SharePoint en mode ingestion et Okta n'était pas possible. Donc, on est parti sur Entra comme IDP pour pouvoir faire le rollout de notre plateforme. On avait quelques complexités de mise en place des SP, des permissions SP sur les SharePoint sites, mais l'ingestion a été OK et aujourd'hui, les data stores ils sont live, ils sont utilisés par nos users. Dans le futur, on a remarqué dernièrement que Google n'investit plus sur ce type de data store. Ils investissent plus sur les modes fédérés. Et aussi en même temps, on a remarqué que les qualités de réponse de ces data stores en mode ingestion se dégradent de peu à peu. C'est pour ça qu'on étudie la possibilité de revenir en mode fédéré. Et dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de Entra. On revient aussi sur Okta. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a déployé 5 connecteurs, comme vous avez entendu. Il y a 15 pods qui sont déployés, 300 utilisateurs, 70 utilisateurs actifs et presque 400 réponses. Donc les chiffres sont assez bas pour la taille d'entreprise parce que le déploiement a été mis en pause, parce qu'on était à l'attente des features par Google. On était vraiment étonnés parce qu'on était vraiment l'un des premiers clients. Et on a attendu quelques features cruciales pour le déploiement et pour la qualité d'expérience utilisateur, notamment les modèles Gemini 3.5 Flash. On va voir dans un instant. Mais les prochaines étapes pour nous, c'est bientôt de relancer le déploiement quand on a tous ces features. Après, intégrer BigQuery et les autres connecteurs, améliorer l'accès avec l'appli mobile et desktop, et de mettre en place la plateforme agentique pour les high-code agents. Voilà ce qu'on a mis en place. En fait, même si les déploiements sont mis en pause, la plateforme de déploiement, tous les pods, tous les connecteurs sont actifs et prêts pour le rollout. Et on a vraiment avancé vers le résultat visé d'augmenter d'employés. En fait. Maintenant, un petit regard sur les nouvelles features et notre avis. Le premier, comme je viens de dire, c'était le 3.5 Flash, parce que
nous sommes dans le UE. Et pour notre client, c'est très important pour tous les modèles et données d'être hébergés dans la région européenne. Google, ils lancent tous leurs produits, même les modèles, aux États-Unis au début, quelques mois avant. Donc, c'est assez frustrant parce que c'est disponible dans les environnements de test, mais on ne peut pas déployer aux utilisateurs. Et Rafet a créé ce schéma pour démontrer la différence. 2,5 Pro, on était coincé sur 2,5 Pro pendant des mois. C'est en bas à gauche. Les axes sont les output speed tokens, donc la vitesse du modèle, et l'axe à gauche, c'est le niveau d'intelligence, en fait. Donc, 3.5 Flash, enfin, il y a quelques semaines, c'était lancé dans le UE. Et vous voyez, c'est 50% moins cher, 3 fois plus rapide de 2.5 Pro. Et ça marche beaucoup mieux avec les data stores et les connecteurs aussi. En fait, c'est pas seulement les réponses dans le LLM, il y a un vrai impact sur la qualité des réponses avec les connecteurs. SharePoint, Confluence, ça marche pas du tout avec 2.5, mais ça marche beaucoup mieux avec 3.5. Le deuxième feature, c'est Agent Designer V2. La première version, c'était assez basique. Le deuxième, c'est beaucoup plus sophistiqué. Il y a les logiques, les boucles, les if-else branch, les étapes de LLM avec les modèles, les étapes de connecteurs pour récupérer les données, les listes, tout ça. Donc, on peut créer les agents beaucoup plus sophistiqués. Et il y a aussi une possibilité d'utiliser les agents high code dans cet Agent Designer. Donc, on comprend de Google, ça c'est vraiment le hub pour orchestrer tous les agents low code et high code et les sources de données pour créer les workflows d'organisation. Et le dernier, on n'a pas encore joué avec ça, mais on avait eu un démo grâce à Google. C'est Gemini Spark. Et ça, c'est un truc complètement différent. C'est un peu comme OpenClaw. C'est pour les agents qui tournent 24/24 pendant les jours, les semaines, même les mois. On peut tourner plusieurs sous-agents en parallèle pour les tâches longues quand on dort. Ils sont connectés par MCP aussi à tous les outils, donc ils peuvent agir de notre part. Google, ils ont expliqué qu'avec Agent Designer, le workflow, c'est assez sophistiqué. C'est un peu trop sophistiqué pour les business users. Mais là, avec Spark, on définit seulement l'objectif, c'est le but. Je veux ça, ou je veux modifier ce fichier. Et pas besoin de créer l'architecture d'un agent. Donc, c'est beaucoup plus business user-friendly. Et en plus, les agents sont proactifs parce qu'ils tournent pendant les semaines. On donne les instructions. Et ils vont chercher les choses à faire pour nous, chercher les opportunités, prendre l'action avec MCP ou des autres tools. Et après, nous informer pendant l'inbox qu'ils ont fait quelque chose et c'est à nous d'approuver. Donc, on peut dormir et le matin, on se réveille, on regarde, ils ont trouvé un problème avec le code, corriger les défauts et c'est juste à approuver le PR le matin. Donc ça, c'est le rêve, ça, c'est vraiment la vision de Google. Si ça marche, c'est à tester. Mais vraiment, c'est très, très intéressant pour les métiers. Pas besoin de créer les agents. En plus, les agents Spark choisissent les autres agents disponibles dans l'organisation. Donc, vous développez les petits agents high code ou low code qui font les tâches individuelles spécifiques. Et après, on laisse au Spark de choisir entre tout ça pour gagner les résultats pour l'organisation. Donc, voilà Spark. Et il y a d'autres fonctionnalités à venir aussi. Quelques-uns sont en preview. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser les données de production avec, mais on peut tester. MCP, c'est super important pour nous. On est en train de tester ça à partir de Gemini Enterprise pour appeler tous les services MCP, bien sûr. Il y a Skills pour définir les routines, les prompts qu'on utilise tous les jours et partager avec l'équipe aussi pour standardiser les procédures. Omni, c'est un modèle multimodal. C'est super fort, images, vidéo, audio. On a quelques cas d'usage dans le client et on a utilisé 2.5 Pro, 3.1 Pro, le modèle américain, mais c'est pas assez. Donc, on attend vraiment pour un modèle multimodal. Agent Orchestration, en fait, c'est un peu comme Spark, mais c'est à toi de le configurer. C'est un peu la même chose que j'ai décrivé. C'est un système qui va choisir les agents pour vous
et mettre en place l'infrastructure, la structure des agents pour faire des tâches de votre part. Donc, c'est ça, il faut créer beaucoup de petits agents dans nos agent orchestration. Ça va choisir le bon agent pour la tâche que tu lui donnes. A2UI, c'est comme les petits éléments de l'interface UI. C'est comme un bridge, un pont entre le chat et le mode user interface. Donc, on a des contrôles, des choses visuelles, des boutons à cliquer, parce que souvent, la conversation, c'est un peu lent. Donc, d'avoir ça, ça accélère des choses et améliore l'expérience utilisateur. Et dernièrement, il y a Canvas. On est en train de tester ça. C'est pour la production et la modification des fichiers Office. Native aussi, pas avec Google Slides ou des formats comme ça, mais vraiment des fichiers Word, PowerPoint, Excel, pour créer et modifier ça avec l'interface langage naturel. Donc, voilà les nouvelles fonctionnalités qui nous intéressent. Et merci beaucoup pour votre attention.